propose de vous présenter ZAP, de vous montrer le mouvement dans lequel il s'inscrit, de démontrer en quoi c'est une infrastructure qui est beaucoup plus qu'une infrastructure technologique, de vous expliquer sa popularité en lien avec les tendances sociales de la société québécoise en matière de mobilité, et également de conclure avec un exemple sur les applications que permet un tel projet. D'abord, c'était pas assez fort, hein? Good. Alors, ZAP est un OBNL qui a été créé en 2006, qui repose sur une équipe de bénévoles pour le déploiement, l'entretien et la promotion d'un réseau de points d'accès gratuits à Internet sans fil. C'est donc sur tout le territoire de la capitale nationale, principalement sur le territoire de la Ville de Québec. En 2012, on regroupe près de 200 partenaires communautaires, commerciaux et institutionnels, dont la Ville de Québec, qui est le principal acteur institutionnel de ZAP, ainsi que la Ville de Lévis et différents organismes fédéraux et provinciaux. L'organisme repose, comme je le disais, sur une équipe d'une cinquantaine de bénévoles qui prennent part aux installations et voient au bon fonctionnement des points d'accès. Donc, on repose sur une structure qui est décentralisée, qui nous a permis d'être présents dans près de 500 points d'accès, et que ce soit dans des commerces, des centres communautaires, comme le disait M. Noël tout à l'heure, beaucoup d'équipements de bâtisses municipales qui sont situés sur ou à proximité des principales artères et lieux publics de la Ville de Québec. En fait, de la région de la capitale nationale. L'infrastructure repose donc sur les épaules de ses principaux partenaires qui vont voir à payer les infrastructures, donc les équipements qui sont installés chez chacun de ces partenaires-là, et en plus vont verser une cotisation annuelle à ZAP pour l'entretien des points d'accès, pour le soutien aux usagers, le soutien également aux points d'accès, et pour faire la promotion du service, maintenir tous les protocoles de sécurité qui entourent l'authentification pour ce qui est des usagers. ZAP a aussi bénéficié du soutien financier du gouvernement du Québec, du Bureau de la capitale nationale, ainsi que, autrefois du ministère des services gouvernementaux, mais du secrétariat au Conseil du Trésor maintenant. Alors, ZAP est une communauté de réseaux sans fil, ou comme le disent si bien les latins, un Community Wireless Networking. On retrouve de ces organismes dans toutes les régions du monde, mais vraiment dans toutes les régions, avec une très très forte concentration au Québec. Ces groupes québécois sont membres d'une alliance informelle, qui est juste un lieu de rassemblement, qui est l'Alliance des communautés sans fil, qui permet une meilleure coordination, des échanges de procédures, des développements informatiques collectifs également, entre les différentes régions du Québec pour des organismes qui sont tous indépendants. Alors, on va leur offrir des services. On va aider différents regroupements qui se montreraient intéressés à offrir ce service-là dans leur région, en leur offrant des ressources, des serveurs, de la programmation, des logiciels, et même des fois, on va se déplacer dans certaines régions du Québec pour aller aider à l'installation de projets d'envergure. C'est généralement plutôt l'inverse. Jusqu'à maintenant, les autres groupes du Québec viennent à Québec pour nous aider dans des projets majeurs, notamment les plaines, qu'on a fait les plaines d'Abraham à Québec. Dans les années 90, ces initiatives-là reposaient essentiellement sur des programmeurs et des mortues informatiques. Qui avaient évidemment pour objectif que les développements techniques qui entouraient cette technologie-là. Autour des années 2000, ces groupes-là ont vu leur base militante s'élargir pour inclure des gens qui s'intéressaient à des questions d'urbanisme, de sociologie, évidemment des entrepreneurs et beaucoup de gens du secteur institutionnel qui se montraient intéressés par l'offre de services. Et donc, à ce moment-là, ces groupes ont pu développer des visées qui étaient autres que strictement techniques pour s'étendre vers des secteurs culturels, communautaires ou sociaux, pour adresser notamment la question de la réduction de la fracture numérique ou encore de la question beaucoup plus large de démocratisation de la communication. Les communautés sans fil sont donc venues constituer un point de rencontre entre la culture hacker ou open source. Chez nous, on les aime, les hackers, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois dans certains médias. Et donc, c'est ce point de rencontre-là entre la culture hacker et open source et tous les autres milieux d'une communauté vivante, à savoir les milieux créatifs, les milieux institutionnels, économiques, communautaires et même politiques. Tout ça, finalement, afin de mettre la technologie au service du citoyen, au service de la communauté. Et donc, il s'agissait plus tant d'offrir un environnement
technologique pour permettre à tous d'accéder gratuitement à de l'information publique, mais bien de permettre une participation, une nouvelle forme de participation civique à des gens qui auraient probablement eu aucun autre moyen ou intérêt de s'impliquer dans leur collectivité. Et donc, finalement, c'est tout ça pour convertir les espaces publics d'une ville, pour constituer leur prolongement virtuel, où l'environnement culturel et politique peut être occupé non seulement par ceux qui en auraient les moyens, mais bien par une communauté qui est vivante et réellement intelligente. Ça, une ville comme Québec l'a bien compris en convenant d'un partenariat avec ZAP et en l'appuyant directement dans sa mission avec plus de 20% des points d'accès et 50% des connexions enregistrées sur l'ensemble du réseau pour 2011. Cette structure innovante-là, ce carrefour des échanges numériques d'une ville intelligente, permet de regrouper des citoyens, des entreprises, des institutions en procurant des opportunités d'innovation pour tous. À chaque année, le magazine Forbes fait état des 10 villes américaines qui seraient les mieux équipées en Internet sans fil. Portland s'est classée première en 2010. Je n'ai pas trouvé le chiffre pour 2011. Avec un ratio d'une borne par 4000 habitants. Alors qu'à Québec, on en aurait une pour 1600 habitants. Québec serait donc, disait Isabelle Porter du Devoir que j'ai vu tout à l'heure, serait donc la ville la plus Wi-Fi d'Amérique du Nord. Ça, c'est pas nous qui le disons, on laisse les autres le dire. M. Labaume a renchéri par la suite dans son allocution au déjeuner de la Chambre de commerce pour dire que c'était probablement la plus branchée au monde. Encore là, c'est pas nous qui le disons. C'est donc une moyenne de 85 points d'accès qui sont déployés par les bénévoles à chaque année, avec une phase de développement accélérée en 2009-2010, où on a eu une vitesse de pointe de 120 points d'accès qui ont été déployés. Je dis grâce aux bénévoles, mais c'est évidemment aussi grâce aux partenaires institutionnels et commerciaux qui ont vu le projet de ZAP, qui ont vu le potentiel et qui ont souhaité s'impliquer dans ce projet-là, en offrant la bande passante également. Je parlais de l'acquisition du matériel, mais c'est les partenaires institutionnels ou commerciaux qui vont également fournir le lien Internet derrière les connexions qui sont partagées. Au niveau de l'utilisation, évidemment, une forte croissance, on multiplie les points d'accès, on se rapproche des gens, on est sur la plupart, à peu près 60% en ce moment de tous les espaces publics et artères commerciales de la Ville de Québec. En 2011, ça représentait 913 000 connexions. Et ça, c'est une croissance qui est continue, qui est même très progressive dans les derniers mois. On a simplifié l'authentification, les gens n'ont plus besoin d'avoir un compte d'usager, de s'inscrire préalablement ou à même le point d'accès. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de se connecter au réseau, et voilà, ils sont en ligne. On a quand même les mêmes mécanismes de contrôle pour assurer la sécurité du client, du partenaire de ce projet-là, donc des commerces, des institutions. Mais pour l'usager, c'est beaucoup plus transparent. Ça, je pense que du côté de la Ville de Québec, on apprécie énormément. Donc, c'est par mois. En 2007, on enregistrait 113 connexions. Pour le seul mois de février, en 2012, on enregistrait 145 000 connexions. Donc, c'est vraiment un bond dans l'utilisation. Les gens, évidemment, détiennent de plus en plus des appareils mobiles, mais aussi sont beaucoup plus friands de cette navigation mobile, de cette fréquentation d'Internet dans des lieux publics. Alors, ce qui nous laisse donc croire là, que pour 2012, on pourrait facilement atteindre 1 800 000 connexions. Donc, la popularité du réseau de ZAP, comme je le disais, est en lien avec les tendances sociales québécoises en matière de pratique de navigation et de mobilité. On remarquait dans le dernier bulletin notre tendance du CEFRIO qui portait sur la mobilité qu'il y a toujours un effet générationnel dans la possession d'un appareil mobile, mais elle s'atténue progressivement quand on comparait les 18-24 ans, les 55-64 ans. C'est 71 pour le premier groupe, 42 pour le deuxième groupe qui possède un ordinateur portable. Mais l'effet revenu persiste, réellement, avec 24 des gens qui ont moins de 20 000 $ par année qui vont détenir un ordinateur portable, comparativement, évidemment, à 76 pour ceux qui auraient un revenu de 80 000 $. Et donc, la fracture numérique est toujours présente, bien qu'on observe quand même une meilleure accessibilité aux appareils mobiles. Tandis que ZAP cherche à faire la promotion de l'innovation locale et de l'économie numérique de la capitale nationale, on cherche évidemment, comme tout le monde, à assouvir les besoins de nos usagers, à répondre à leurs besoins, enfin à certains de leurs besoins. Pour nous aider à connaître ces usagers, on a eu la chance de collaborer en 2 temps avec des étudiants-chercheurs de l'Université Laval. D'abord, le laboratoire de sociologie avec Maxime Clément
et Simon-Olivier Gagnon, qui nous ont admis que les pratiques, en fait, selon l'échantillon qu'ils avaient interrogé, que les pratiques mobiles des plus jeunes semblaient centrer davantage sur les aspects communicationnels que du côté des clientèles plus âgées, où c'était davantage une relation informationnelle. Donc les pratiques de navigation étaient beaucoup plus axées pour aller chercher l'information, alors que les plus jeunes vont souhaiter être en relation avec leur réseau social. Et donc, ça confirmait la tendance qu'on avait déjà mise de l'avant chez ZAP, à savoir qu'on voulait être présent dans chacun des événements culturels de la capitale. Et on a accru cette présence-là, notamment au Festival d'été, où on se trouve depuis maintenant 5 ans, ainsi qu'au Web à Québec, qui a tenu sa 2e édition cette année, et qui nous permet finalement de consolider des réseaux Wi-Fi pour offrir aux festivaliers, aux participants de ces événements-là, une connexion qui leur permet de faire évidemment une stratégie de marketing de réseau pour dire, bon, je suis à tel événement, c'est le pied, venez me rejoindre, etc. Donc, c'est réellement, pour les événements, je pense, un bel outil. Puis ça, c'est juste une des applications qu'on peut faire avec ça. Ensuite, on a travaillé avec, bon, évidemment, dans l'étude des gens du laboratoire de sociologie, bon, le 2/3 des répondants accordaient une grande place à la mobilité. Ça, c'était évident, étant donné que les répondants avaient surtout été sollicités dans la base d'utilisateurs de ZAP. Ensuite, on a travaillé avec Robert Michael Doyle du groupe interdisciplinaire de recherche sur les banlieues, dont l'étude a permis de voir que les usagers préféraient les lieux qui étaient pleins de vie et d'activités, donc les points d'accès qui étaient les plus fréquentés étaient ceux qui se trouvaient à proximité des rues commerciales, des principaux espaces publics ou encore des parcours d'autobus. Et là, Michael nous a mis réellement la puce à l'oreille en disant, bon, proximité de transport en commun, popularité de la bombe. On n'avait pratiquement jamais fait ce lien-là auparavant, c'est stupide de notre part, mais bon, avec l'étude, on l'avait. Et à ce moment-là, ça nous a donné la motivation aussi pour approcher les sociétés de transport. On avait déjà entrepris des démarches avec ceux-ci pour des projets pilotes. Maintenant, on a commencé à déployer des bornes dans certains véhicules de transport collectif. Il y a un projet pilote avec le RTC en cours. On a mené le même genre de projet avec la Société de transport de Lévis. Et on va l'implanter prochainement à la Société de transport de Lévis. Donc, c'est un projet, bon, forcément, je ne sais pas si ça va faire pression sur les gens du RTC, mais qui est très, très, très populaire auprès des usagers, qui permet également de convertir tout ce qui est temps passif en un temps qui serait réellement productif là, pour l'usager. Ça peut être finalement un outil de promotion du transport collectif. Et on a, donc je disais, promouvoir le transport collectif, on a déployé également auprès de la Société des traversiers du Québec, la Traverse Québec-Lévis, des bornes sans fil. On a utilisé une solution qui était quand même novatrice pour le faire. Et depuis octobre, on a enregistré plus de 45 000 connexions. Donc, c'est 20 000 usagers qui ont utilisé à un moment ou à un autre, lors d'une traversée de 25 minutes. Donc, il faut quand même le vouloir, ouvrir l'ordinateur, se brancher souvent les petits appareils mobiles. Et donc, ça contribue forcément à la popularité ou à rendre encore plus attrayants ces transports collectifs. C'est une autre façon de voir les déplacements dans la ville. Déjà qu'en ayant des points d'accès un peu partout, on évite énormément de déplacements. Mais c'est aussi porteur pour la promotion de du transport, des transports viables. Alors, ça c'est juste un des exemples finalement du potentiel de la promotion, comme je le disais, pour le transport collectif, mais aussi pour un service public. Les gens vont aller chercher de l'information, vont interagir beaucoup avec les institutions, et ça, je pense que c'est un des avantages que nous permet de mesurer ZAP. Et on est finalement juste à entrevoir les premières applications que permettent le déploiement d'un vaste réseau de points d'accès à Internet sans fil en matière de mobilité et de travail itinérant. Mais il reste tout le potentiel aussi en termes de créativité, de développement communautaire et social à percevoir. Et l'ouverture de nos données chez ZAP, parce qu'on veut ouvrir les données aux développeurs, tout comme le fait la Ville de Québec, pourrait nous permettre d'avoir d'autres applications qui nous indiquent, par exemple, où ça bouge en ce moment à Québec selon le nombre de connexions qu'il y a dans les différents points d'accès. Ça peut être très intéressant, combiné aussi avec les données sur les loisirs, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de ces connexions-là qui sont enregistrées dans les centres de loisirs de la Ville. Donc, je vous remercie beaucoup de votre intérêt pour ZAP. Je remercie encore Lucie de nous avoir donné l'opportunité